J'espère que vous avez bien mangé et que vous n'allez pas vous endormir, mais Capucine de Sagraja va nous maintenir éveillés. Donc je la présente. Capucine est doctorante contractuelle à Aix-Marseille Université sous la direction de Sylvie Reguemora. Elle prépare une thèse intitulée « Le voyage imaginaire, identification d'un genre et étude de ses formes et significations en France 1552-1789 ». Donc c'est une thèse qui embrasse vraiment une large période. Elle s'intéresse également à la question des femmes sous l'Ancien Régime, et notamment dans le corpus des voyages imaginaires, donc qui est un corpus vraiment à part entière dans la littérature de voyage. Elle publiera en 2025 un article sur les lettres tahitiennes de Joséphine de Montbard dans la revue Littérale. Donc Capucine, je te laisse la parole. Merci Mathilde. Merci à toutes les deux pour cette organisation. Et moi, je vais donc vous parler des voyages spatiaux et plus particulièrement des utopies animales et végétales dans les deux romans de Cyrano de Bergerac. Hop, je mets le chrono. Alors, Cyrano de Bergerac, je pense que le nom vous est tous familier, notamment par le biais de la pièce Des Noms de Rostand. Ce que l'on sait parfois moins, c'est qu'il s'agit d'une figure historique et d'un auteur du XVIIe siècle. Alors, bien sûr, Rostand a fait des échos à la vie réelle et à l'œuvre de cette figure, mais les deux personnages les deux figures, puisqu'il y a un personnage et un individu réel, sont assez différentes. Soldat, homme cultivé, polémiste, disciple de Gassendi, maître dans l'art de la pointe, parisien et non pas gascon, sûrement homosexuel, Hercule Savinien Cyrano de Bergerac appartient à ce que René Pintard a nommé le libertinage érudit, c'est-à-dire, pour faire très bref, ce mouvement intellectuel et de sociabilité qui s'émancipe des dogmes tout au long du XVIIe siècle. Pour cette communication, je m'intéresserai à deux de ces ouvrages, donc ces deux romans, Les États et empires de la Lune et du Soleil, qui sont en fait deux voyages spatiaux, l'un sur la Lune, l'autre sur le Soleil, effectués par un même personnage narrateur qui s'appelle Dircona. Pour le cadre donc, de cette journée qui s'intéresse au voyage et à l'écologie, ces deux romans sont particulièrement intéressants puisqu'ils proposent un regard singulier pour le siècle sur la nature et notamment sur les animaux et les végétaux. En effet, animaux et végétaux sont dans ces deux romans, de véritables personnages, mais plus encore, ils sont doués de parole et de raison et organisés en société. Plus exactement, animaux et végétaux, ils défient la pensée du temps, à savoir aristotélicienne, cartésienne et chrétienne, qui font de ces êtres non humains des êtres insensibles et sans intelligence. C'est dire à quel point donc les romans de Cyrano sont subversifs et polémiques. Dans cette communication, je m'intéresserai particulièrement à deux séquences de société, parce qu'il y en a plusieurs, donc celle des oiseaux et celle des arbres, qui ont lieu sur le Soleil. Il s'agira de voir comment sont représentées ces sociétés animales et végétales, comment ces représentations s'inscrivent en opposition au discours dominant d'alors, et pour finir, ce qu'elles nous disent de la conception de la nature et de ses liens avec l'homme dans ces romans. Alors, je vais commencer avec l'utopie des oiseaux. J'ai mis un point d'interrogation et vous comprendrez pourquoi dans la suite de ma communication. Donc cette société des oiseaux, le narrateur personnage, Dircona, la rencontre sur le Soleil et cette rencontre se divise en trois séquences. La première séquence, c'est la rencontre avec un rossignol amoureux. La seconde, c'est un discours d'un phénix sur la question du langage des oiseaux. Et enfin, c'est un des passages les plus connus du roman du Soleil, le procès de l'homme au royaume des oiseaux. Je vais commencer avec la question, avant d'aborder vraiment l'organisation sociale des oiseaux, avec la question du langage des animaux, qui est un élément important, puisque subversif, dans ce roman. Comme je vous l'ai dit, à son arrivée dans le royaume des oiseaux, Dircona rencontre un phénix. Et ce phénix parle et raisonne, et lui explique l'origine de la parole des oiseaux, et explique que les oiseaux ont en fait deux langages, l'un qu'ils partagent et la capacité de parler les langages humains. Je vous ai mis l'extrait sur lequel je vais appuyer par la suite. Je le lis. Je remarquai distinctement les syllabes, les mots et le discours qu'il articula.
Voici donc, au mieux qu'il m'en souvient, les termes dont il arrangea le tissu de sa chanson. C'est donc le discours du phénix que je vais vous lire. Je vois votre esprit tendu à comprendre comment il est possible que je m'explique à vous d'un discours suivi, vu qu'encore que les oiseaux contrefassent votre parole, ils ne la conçoivent pas. Mais aussi, quand vous contrefaites la voix d'un chien ou le chant d'un rossignol, vous ne concevez pas non plus ce que le chien ou le rossignol ont voulu dire. Tirez donc conséquence de là que ni les oiseaux ni les hommes ne sont pas pour cela moins raisonnables. Cependant, de même qu'entre vous autres, il s'en est trouvé de si éclairés qu'ils ont entendu et parlé notre langue, de même parmi nous, il s'en trouve qui entendent et parlent la vôtre. Donner la parole et par là la raison, les deux sont liés à l'époque, aux animaux peut ne pas être un geste anodin au XVIIe siècle. Surtout lorsque la question est thématisée et que le texte fait écho directement à la fameuse querelle sur le langage des animaux. Alors cette querelle au XVIIe siècle, elle est ranimée avec le cartésianisme, plus qu'avec Descartes lui-même d'ailleurs, mais il faut savoir qu'elle commence dès l'Antiquité, où l'on s'interroge déjà pour savoir si les animaux peuvent ou non parler et avoir une intelligence. Alors, dans le passage que vous avez ici, il y a un article très important. Pour ce passage, enfin, plus généralement sur la question du langage des oiseaux, il y a un article très intéressant d'Aude Volpilac. Et dans cet article, elle relève plusieurs exemples qui montrent que Cyrano fait ici directement écho à cette querelle. Et j'en ai pris deux pour cette communication. Donc vous avez sûrement remarqué que le texte commence avec « Je remarquais distinctement les syllabes ». En fait, ici, le narrateur met d'emblée l'accent sur la question de langage articulé. Et cette question de langage articulé est au cœur des débats, puisque, que ce soit du côté des défenseurs d'une éventuelle parole animale ou au contraire de ceux qui sont en défaveur, on s'interroge sur l'émission sonore des animaux. Et par exemple, les cartésiens vont distinguer la voix de l'animal de la parole de l'homme. Donc le fait d'insister sur l'articulation, c'est tout de suite dire que le phénix va avoir le langage et pas simplement l'émission sonore. Ensuite, il est également question dans cet extrait de la contrefaçon par l'homme ou par les animaux du langage de l'une et l'autre espèce. Ici aussi, c'est un argument qui peut être retrouvé dans les discours en faveur ou en défaveur du langage des bêtes, puisque le psittacisme pouvait être soit considéré comme la preuve que l'animal pouvait parler, ou au contraire, comme la preuve qu'il ne faisait que répéter l'homme. Et ici, c'est justement l'homme qui est accusé de répéter bêtement l'aboiement du chien ou le chant du rossignol. Et dans le procès qui suit donc, cette citation, c'est d'ailleurs l'homme qui va répéter bêtement ce que lui a dit Lapie. Donc voilà comment Cyrano réutilise des arguments dans un sens ici subversif. Et plus encore, les animaux, les oiseaux de Cyrano, déjà, ils ont la parole et l'intelligence, et ce qui en fait les égaux des hommes. Mais plus encore, dans cette séquence, on leur donne l'immortalité. Cette faculté qui a été retirée à l'homme lors de la chute, nous en avons parlé. Ce qui renforce bien sûr la dimension polémique de la représentation. Pour passer maintenant à la société des oiseaux, et nous poser la question si c'est une société, alors comment elle est représentée et si c'est une société idéale. Je change d'extrait, et là, je ne peux pas vous donner un extrait exact parce que la société des oiseaux est présentée à la fois en arrière-plan et par le biais de digressions qui nous expliquent son fonctionnement, donc dans la suite du passage. Alors, ce qu'il faut tout de même préciser, c'est qu'au regard des fictions écologiques actuelles, on pourrait relever un manque. Cyrano fait des oiseaux des doubles de l'homme qui parlent, pensent et sont organisés dans des sociétés similaires à celles humaines, même si organisées différemment. Et donc, dire qu'ici, on est dans un cas d'anthropomorphisme important. Mais ce reproche qui est souvent fait au texte du XVIIe siècle
Et c'est d'ailleurs ce que rappelle Aude Volpilac cette fois dans la revue XVIIe siècle, qui a été consacrée à la question de l'écologie au XVIIe siècle, c'est que ce reproche est anachronique. Il met de part à la fois l'historicité des procédés littéraires de représentation de la vie animale et l'histoire de la conception de la nature. Et en tout cas tel qu'il apparaît, est présenté comme une monarchie, mais quand on regarde son fonctionnement, on se rapprocherait plus d'une république, puisque le monarque est élu tous les 6 mois et peut être destitué quand le peuple estime qu'il a mal agi. Donc nous avons ici un cas de système de renouvellement et de contrôle de l'autorité suprême. Ce système politique est également marqué par le pacifisme et le désir de justice. Ensuite, on a également la présentation d'un appareil judiciaire, notamment dans l'épisode du procès de l'homme, et de cette organisation, qu'on nous montre donc dans son fonctionnement, apparaît un idéal de justice, en tout cas en ce qui concerne les oiseaux, et un refus de la loi du plus fort et de l'iniquité. De plus, on apprend aussi que les oiseaux ont une pensée religieuse, alors plutôt une pensée athée et matérialiste, qui fait de la mort une fin pour l'individu et un renouvellement pour le corps dans la matière du monde. Alors, ici, les éléments présentés peuvent faire apparaître cette société comme une utopie, puisque nous sommes plutôt dans des éléments positifs, ou en tout cas subversifs d'un point de vue libertin. Guillaume Armand, dans un article consacré aux utopies des voyages chiraniens, parle plus exactement d'esquisse d'utopie. Alors d'abord esquisse, puisque le système est rapidement présenté, on n'est pas là dans une présentation systématique, mais également esquisse, car la société des oiseaux a aussi ses imperfections. En effet, les oiseaux sont coupables, en tout cas le peuple des oiseaux est coupable d'un péché qui est, enfin d'un défaut qui est celui de l'ornithocentrisme. Donc, qui est tout à fait le reflet du défaut de l'homme. C'est pour ça que j'avais mis un point d'interrogation sur la question d'utopie, puisque ce défaut important fait basculer la valeur de la présentation de cette société. Et c'est pour ça que je vais passer à l'utopie des arbres, cette fois sans point d'interrogation, parce qu'il me semble qu'ici, nous sommes vraiment dans le cadre d'une utopie où on a une certaine forme de modèle qui est présenté, avec ces arbres. Et un modèle qui est d'autant plus radical car présenter les arbres, ou plus généralement les végétaux, comme des personnages et comme des personnages organisés en société, c'est un geste radical pour le XVIIe siècle. Donc, l'épisode des chênes, des arbres, s'insère dans le roman du Soleil, juste après la séquence au royaume des oiseaux. À la fin du procès, après avoir manqué de peu la mort, Dircona quitte le royaume des oiseaux et s'endort sous un arbre qui parle. Donc là, je vais encore revenir sur la question du langage, mais cette fois des arbres, pour vous montrer justement pourquoi je dis que la subversion est plus radicale ici. En fait, donner la parole aux animaux, je vous l'ai dit, était une première entorse à l'orthodoxie. Donner la parole aux arbres est un geste encore plus fort. Au XVIIe siècle, et même à la Renaissance, et au Moyen-Âge, il existe, on en a rapidement parlé, Sébastien Douchet en a rapidement parlé, il existe une conception classique de l'ordre des êtres vivants, donc la scala naturae, l'échelle de la nature, qui hiérarchise les êtres vivants et elle place les hommes tout en haut et les végétaux tout en bas. Les animaux entre les deux, et puis c'est un peu différent selon certaines espèces. Cette échelle est bien sûr renforcée par la pensée chrétienne avec son dualisme. Petite précision aussi, remise en contexte de cette histoire de la conception des plantes. Donc on a cette hiérarchisation, mais il faut savoir que le savoir autour des plantes, ou en tout cas sa conception, comment on envisage les plantes, c'est issu notamment des textes aristotéliciens. Et dans ces textes, Aristote accorde aux plantes une âme végétative, c'est-à-dire la capacité de se reproduire et de se nourrir, mais refuse aux végétaux l'âme sensitive, le désir et le mouvement qui est accordé aux animaux, et bien sûr l'intellective, elle, réservée à l'homme. Or, sur le soleil, les arbres sont capables de sentir, de ressentir, et de parler, de réfléchir. Donc, là, comme on est sur le passage sur la langue des arbres, je m'intéresse plus à cette arme intellective. On parlera de la sensitive après.
Il y a d'ailleurs dans ce passage des arbres un très beau passage qui parle de ce langage des arbres, et c'est un passage qui est d'autant plus beau on a ici une véritable tentative de décentrement pour rendre compte d'une manière sylvestre des langages des arbres, et qui est à la fois vraisemblable et merveilleuse. Donc là, on a un décalage avec l'anthropomorphisme que je vous présentais, ce reproche qu'on pouvait faire à la société des oiseaux. Je vous le lis. Cependant encore que vous nous entendiez parler une langue humaine, ce n'est pas à dire que les autres arbres s'expliquent d'eux-mêmes. Il n'y a rien que nous autres chênes, issus de la forêt de Dodone, qui parlions comme vous, car pour les autres végétants, voici leur façon de s'exprimer. N'avez-vous point pris garde à ce vent doux et subtil qui ne manque jamais de respirer à l'orée des bois? C'est l'haleine de leurs paroles, et ce petit murmure ou ce bruit délicat dont ils rompent le sacré silence de leur solitude, c'est proprement leur langage. Mais encore que le bruit des forêts semble toujours le même, il est toutefois si différent que chaque espèce de végétaux garde le sien en particulier, en sorte que le bouleau ne parle pas comme l'érable, ni le hêtre comme le cerisier. Donc là, vous avez encore une fois, cette notion de double langage, puisque les arbres ont leur langage propre, ici très joliment décrit, mais certains arbres, les chênes, sont capables de parler donc une langue humaine, le grec ancien. Le pourquoi est expliqué dans ce passage. Et c'est intéressant d'insister sur le grec ancien puisque c'est une langue noble, et donc la donnée aux chênes renforce encore une fois le renversement, l'égalité et le renversement l'égalité entre hommes et végétaux et le renversement sur l'échelle de la nature. Et donc, pour en venir maintenant à la société des arbres. Comme les oiseaux, les arbres ici sont imaginés en société. Mais la présentation de cette société est assez différente de celle de leurs compagnons ailés. Il ne s'agit pas de présenter les institutions de la société des arbres, qui sont en fait tout en virtualité ici, mais je ne vais pas m'étendre pour avoir le temps de mettre en avant la sensibilité des arbres. Et donc, on donne à lire, c'est ça l'intérêt de cette société des arbres, on donne à lire des arbres qui fonctionnent en relation les uns avec les autres, et qui sont notamment des êtres sensibles. Et je cite pour cela une belle phrase de Dominique Branchet qui s'est précisément intéressé à la question de la sexualité des chênes solaires. C'est sur le terrain de la volupté, plus encore que sur celui de l'intelligence, que le chêne hellénophone se propose de concurrencer l'homme. Puisqu'en fait, il s'agit ici, bien évidemment, de donner l'âme sensitive aux arbres, et le chêne dit ainsi au narrateur, car bien loin de croire que nous puissions raisonner, le sot peuple de votre monde ne s'imagine pas même que nous ayons l'âme sensitive, mais il se trouve que cette âme sensitive, elle dépasse ce que pouvait dire Aristote, puisque les arbres sur le soleil ont sentiments et passions, en plus d'avoir des sensations et du désir. Alors, ils ont des sentiments et des passions, puisque on apprend d'abord que les arbres sont mélomanes, ils aiment écouter les concerts des oiseaux. Mais plus encore, on apprend que les arbres aiment, ont des relations amicales et amoureuses, et ont des relations sexuelles. Et c'est l'objet de cette citation-là que je vous lis. Mais il n'est pas besoin de particulariser tant de choses pour prouver que les arbres exercent, soit du corps, soit de l'âme, toutes vos fonctions. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui n'ait remarqué qu'au printemps, quand le soleil a réjoui notre écorce d'une sève féconde, nous allongeons nos rameaux et les étendons, chargés de fruits sur le sein de la terre, dont nous sommes amoureux. La terre, de son côté, s'entrouve et s'échauffe d'une même ardeur, et comme si chacun de nos rameaux était un, elle s'en approche pour s'y joindre, et nos rameaux, transportés de plaisir, se déchargent dans son giron, de la semence qu'elle brûle de concevoir. Alors, bien sûr, nous avons ici un passage érotique, voire légèrement obscène, mais ce qui m'intéresse ici, c'est de montrer en quoi le passage est polémique. Alors, il est polémique d'abord parce que la question de la sexualité des plantes au XVIIe siècle, en milieu du XVIIe siècle, n'est pas établie. On la prouvera et on en parlera notamment à la fin du siècle et surtout tout le long du XVIIIe siècle. Et ensuite, parce que cette sexualité des plantes, ici fictive, remet en cause un modèle éthique de la nature tel qu'il était pensé depuis la Renaissance, il me semble. Peut-être au Moyen-Âge aussi, je ne sais pas. Et en fait, la plante, donc on savait qu'elle se reproduisait, mais on pensait qu'elle se reproduisait de manière asexuée. Et donc ici, on pensait qu'elle se reproduisait de manière asexuée, et on la mettait donc comme un modèle moral face à l'homme, au contraire de la sexualité des animaux, elle considérée comme basse. Et donc ici, donner une sexualité, la faire érotique, c'est évidemment
un geste subversif important. Et j'ajouterai, pour finir de présenter cette société des arbres, que les arbres ont des vertus. Ils ont une morale, ils ont une bonté naturelle, je cite ici le texte, entre eux et envers les animaux. On a un joli passage qui présente comment les arbres protègent les amours des oiseaux. Mais surtout, il se trouve que la société végétale ne condamne pas l'homme, ne lui fait pas de procès. Au contraire, elle va souhaiter lui apprendre tout ce qu'il ne sait pas au sujet donc, du fonctionnement des arbres et de la nature. Il donne par là une double leçon d'empathie et de sagesse et font de la société végétale peut-être la véritable utopie non humaine du soleil. Enfin, pour rapidement finir, je voudrais revenir sur la conception et les usages de la nature que nous avons révélés par ces passages et plus généralement dans les États et l'Empire de la Lune et du Soleil. C'est d'abord la mise en avant d'une dignité littéraire et philosophique des animaux et des végétaux, comme j'ai tenté de vous le montrer dans les deux premières parties. Et s'ajoute à cette conception, donc à cette dignité qui est aussi associée donc, à de la subversion, une dénonciation des violences, ce qu'on appellerait les violences animales aujourd'hui, puisque à plusieurs reprises, elles sont mentionnées ou bien par les arbres ou bien par les oiseaux. Les arbres disent ainsi la violence du bûcheron ou la cruauté des chasseurs. Et les oiseaux font une liste. En fait, durant le procès, il y a des listes des violences animales, assez répétitives, mais à plusieurs endroits. Et je vous en ai pris, du coup, un exemple. Ils s'attribuent tout joliment sur nous le droit de vie et de mort. Ils nous dressent des embuscades, ils nous enchaînent, ils nous jettent en prison, ils nous égorgent, ils nous mangent. Et de la puissance de tuer ceux qui sont demeurés libres, il fait un prix à la noblesse. Le il, c'est les hommes. Voilà, tout simplement. Cependant, cette réflexion sur la nature se subordonne à une réflexion sur l'homme, vous l'aurez compris. La visée principale de ces deux utopies non humaines est de remettre en question la scala naturae et de montrer en quoi l'anthropocentrisme est un biais trompeur et réducteur. Récuser la supériorité de l'homme est d'abord fait de manière indirecte, en dotant de manière fictionnelle les autres espèces des capacités humaines dont elles font d'ailleurs un meilleur usage, mais récuser la supériorité de l'homme est également fait de manière directe, en reprochant à l'homme ses torts envers la nature et en soulignant ses incapacités. Et c'est ce qui est fait en fait tout au long de la séquence du procès, que je n'ai pas analysé ici par manque de temps. Mais si vous souhaitez vous pencher sur la question, il faut savoir que les travaux de Michel Rossellini sur l'argumentation du procès sont très bien pour cette question. J'ajouterai que c'est surtout la séparation et non pas seulement la supériorité de l'homme avec la nature qui est également pointée. Et là, je résume rapidement, mais l'idée c'est que à plusieurs reprises, on reproche à l'homme de ne pas voir ni entendre. Toute la question du langage est importante pour cette question de l'entente et de la compréhension de la nature. En fait, on lui reproche d'être extérieur à elle. Et il y a un épisode qui ne fait pas partie du Soleil, mais qui est juste avant, où un petit être explique à Dircona que s'il ne comprend pas la nature, c'est-à-dire son fonctionnement, mais aussi les autres êtres vivants, c'est parce qu'il ne possède pas, je cite, l'instinct ou la voix de la nature que tous les autres êtres possèdent, sauf lui. C'est ici, avant même la découverte donc, des peuples solaires, une forme de représentation et de condamnation de la rupture qu'effectue le dualisme qui sépare radicalement les hommes de la nature. Au contraire, est proposé, et je reprends ici les termes d'Aude Wolfilac, une éthique des rapports entre les vivants avec l'idée d'une communauté des êtres, dont ne fait pas partie encore l'homme, mais tout l'intérêt du Soleil, c'est justement de l'instruire pour qu'il puisse peut-être en faire partie. Pour conclure, bien sûr, je dirais, pour reprendre en gros la communication, que le traitement de la nature et des sociétés animales et végétales est bien sûr fait au prisme d'un certain anthropomorphisme qui peut sembler en décalage avec les fictions écologiques aujourd'hui, mais tout de même, et j'espère en tout cas vous l'avoir montré, les deux romans de Cyrano, et plus particulièrement les extraits montrés, ne peut ici que nous font discerner tout de même une voie alors en plus, pardon, je m'embrouille, mais en plus de nous faire
de nous faire repenser la scala naturae, ils nous font discerner une voie singulière de la nature. Et on a ici une entreprise claire de réagencement de l'ordre naturel qui prend appui aussi bien sur des positions subversives que sur la fiction, et de manière radicale.